Bonjour Jean. Alors, il est l'heure. On va démarrer. Les retardataires nous rejoindront au fur et à mesure. Donc, on va démarrer par l'exercice que vous connaissez tous pour si vous nous suivez, le brise-glace. Le brise-glace de notre experte. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran. Donat, je vais te demander de nous mettre notre cher Bola en plein écran parce que c'est le moment de vérité. Avec les trois questions pour Bola. Bola, comment vas-tu? Je vais très bien, très très bien et je suis ravie d'être là. Merci, merci pour ton temps. Merci de venir nous partager ton expertise. On va démarrer avec ta keynote dans quelques instants. Mais avant d'aller droit au but, on aimerait bien te découvrir sur un nouveau visage. On a trois petites questions pour toi, Bola. Bola, en un mot, c'est quoi le mot qui te définit et pourquoi? Je dirais résilience, je dirais résilience, ouais, je dirais résilience. Pourquoi? Parce que je pense que ce que je fais, enfin, ce qu'on essaie de faire avec Soussou est suffisamment difficile et qu'on avait 10 fois des occasions de s'arrêter et que la chose qui a permis de tenir la route jusqu'à aujourd'hui, c'est cette qualité-là. La Entre résilience, autres choses. Voilà, entre autres. Mais c'est le mot qui te définit. Super. je dirais ça. Ouais. Très bien. Ma deuxième question pour toi, Bola, c'est quelle est la principale leçon apprise durant ton parcours, tout ton parcours? Ça peut être entrepreneurial comme salarial. La leçon voilà, que tu retiens. Je pense que c'est une leçon de vie en général. Je dirais que on nous apprend, quand on est petit, on nous apprend qu'il faut aller à l'école, il faut faire des bonnes études, il faut, voilà, pour réussir comme chemin de la réussite. Et je dirais que c'est une condition qui n'est ni nécessaire ni suffisante pour la réussite. Et je dirais que voilà, c'est la leçon que j'ai apprise en évoluant depuis la fin de ma scolarité jusqu'à où j'en suis aujourd'hui dans ma carrière professionnelle. Ce que tu veux dire, c'est qu'il y a des voies alternatives au C'est cursus. que les études ne sont pas nécessaires pour réussir une belle vie, une belle carrière. Euh, Absolument pas. Il faut avoir une tête bien faite, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes, savoir se vendre, savoir vendre également. Voilà, et que il y a beaucoup de gens que j'ai vus qui n'ont pas fait des bonnes études, qui étaient parfois même au bon endroit au bon moment et qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Et ni suffisant, donc quand je dis suffisant, ça veut dire que voilà, on peut être PhD. Je connais beaucoup, beaucoup de gens qui ont beaucoup de diplômes, qui ont fait de très, très belles études et qui, voilà, qui ont des très belles carrières. Mais je dirais, en tout cas, par rapport à une carrière entrepreneuriale, les études ne sont ni nécessaires ni suffisantes. Les grandes études, si j'ose dire. Très bien. Merci pour ça. Non, c'est très pertinent. On va creuser cela après. Et ma troisième question en lien avec cela, c'est quel conseil aurais-tu souhaité qu'on te donne, mais quel conseil aurais-tu souhaité donner à Bola d'il y a 20 ans? Si Il y c'était a à... 20 ans! L'habitude, c'est 20 ans, mais on peut dire il y a 10 ans. J'aurais dit peut-être lance-toi plus tôt. J'aurais dit ça, ouais, parce que j'ai eu, bah, ça fait à peu près 20 ans hein, que je travaille, Ah, un peu très bien. plus, et j'ai eu la moitié de ma vie professionnelle où j'étais voilà, employée et puis l'autre où j'étais entrepreneur. Et ouais, je pense que j'ai appris beaucoup de choses de ma vie en tant que salarié, mais aujourd'hui je me dis, ouais, Non, j'aurais pu me lancer plus tôt. Ouais. J'aurais donc, apprécié me lancer plus tôt. est-ce que Ouais. tu es en train de dire par là qu'il n'y aura pas de retour au salariat dans tous les cas? Faut jamais dire jamais, faut jamais dire jamais, absolument jamais dire jamais. Mais je dirais que voilà, chacun a son truc. Je pense que chacun a son profil de personnalité. Et je dirais que mon profil de personnalité se complaît mieux dans un profil entrepreneurial que salarial. Mais c'est pas un conseil que je donne par défaut à tout le monde. Ça dépend vraiment de chacun, sa personnalité, de ce qu'il recherche dans la vie. Tout à fait. Et une dernière question pour toi. Si tu étais un animal, tu serais lequel et pourquoi? Un scorpion.
mon signe Ah, astrologique. ah, parfait. Merci. C'était la réponse la plus facile. Et tu trouves que c'est un trait de caractère voilà, qui te caractérise, ouais? Je pense que j'aurais pas pu être un autre signe astrologique parce que j'aime bien être dans mon coin, j'aime bien être sous la roche, un peu caché, mais il faut pas aussi me chercher, quoi. Voilà. Très bien. C'est parfait. Je résume Bola en quatre questions pour les participants qui nous ont rejoints récemment. Bola, le mot qu'il a défini, c'est la résilience. C'est une entrepreneur et dans le parcours entrepreneurial, la résilience, c'est une qualité qu'il est nécessaire d'avoir pour tenir. Ensuite, en termes de leçon de vie, sa leçon de vie pourrait être résumée en les études ne vous définissent pas. Et encore plus dans le monde de l'entrepreneuriat. Les études ne définissent pas votre réussite dans l'entrepreneuriat. Donc, il y a des voies alternatives. Lancez-vous plus tôt. S'il avait un conseil à donner à Bola d'il y a 20 ans, c'est lance-toi plus tôt, justement, pour y arriver et sois sûr d'être résiliente parce que tu auras besoin de cette qualité-là. Et enfin, Bola, en un animal, c'est le scorpion. Le scorpion qui reste dans son coin, qui avance dans son coin, qui est concentré, mais qu'il ne faut pas trop venir embêter. J'ai bien résumé? Super. Super. Ben, merci beaucoup, Bola, pour ce brise-là. Tu as vu, tu as survécu. Ah oui, 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 j'étais stressée, j'étais là, oh là là. Non, non, Bon, c'est c'est parfait. bon, j'ai C'est passé cette parfait. étape. Super. Super. Et peut-être une dernière question, même pas question, un dernier commentaire. Un petit mot sur l'initiative Entourage qui nous réunit aujourd'hui? Mais j'adore, tu vois, ça fait une année qu'on en a parlé, je crois, hein, quand tu étais venu me voir. Oui. Et je t'avais dit, mais c'est génial de penser à ça parce que on a des initiatives pareilles un peu dans tous les continents, surtout aux US. On voit, et je t'avais dit, ouais, il y a cette initiative qui ressemble Exactement. beaucoup à ça. Et malheureusement, ça manque en Afrique. Et tu avais vraiment trouvé une niche. Oui. Et ça se voit que tu as trouvé la niche parce que ça marche, les gens s'intéressent. Dans la masterclass, là, il y a du monde qui s'est connecté, qui est venu. Donc on voit que ça, il y a une valeur qui est apportée aux personnes, quel que soit leur domaine, quel que soit ce qu'elles font. Ce côté, on va dire, je sais pas si c'est give back ou en tout Transmission. cas transmission, voilà, ce côté transmission, je trouve que c'est extrêmement important. Je trouve que ça manque. L'Afrique est un continent très, très entrepreneurial. Je pense que c'est le continent le plus entrepreneurial au monde, hein, d'après les statistiques. Malheureusement, je dirais que c'est un entrepreneuriat qui est très fragmenté. Donc, Oui, on fait tous des petites choses, chacun veut être entrepreneur, mais faire sa petite chose. Ça manque un peu de cohésion, ça manque un peu de solidarité, ça manque un peu d'esprit de transition. Moi, souvent, on me pose la question, bah, c'est qui ton rôle modèle en Afrique? oui, Et parfois, je sèche. Et ça me fait un peu mal au cœur. Voilà. Donc, voilà, je dis toujours mes parents. Voilà, c'est la réponse facile. Et je pense que il y a des gens qui réussissent, des gens qui sont sur la voie de la réussite, des gens qui essayent de réussir. Et je pense que quelle que soit l'étape où on est dans sa carrière, salariale ou entrepreneuriale, on a toujours quelque chose à donner, quelque chose à apporter aux autres personnes. Et qu'il faut pas hésiter à le faire. Donc, je trouve votre initiative génial, super. Et j'aime beaucoup la rigueur avec laquelle vous le faites. Parce que bah, il y a les idées, on en parlera peut-être après, il y a les idées, mais ce qui fait en général la réussite d'un projet entrepreneurial, c'est pas les idées, c'est l'exécution. Et je vois que tu es une master de l'exécution, d'après excellent ce que j'ai vu, opérationnel. d'après ce que Excellent. j'ai vu dans les coulisses. Donc voilà, vraiment bravo et encouragement. J'espère que vous allez encore percer encore plus que vous ne le faites J'espère. aujourd'hui. On espère. Merci, merci Bola pour ces gentils mots sur Entourage. Et ça me permet d'introduire du coup Entourage. Merci à Bola pour cette... je pense que vous avez compris ce qu'on fait chez Entourage aujourd'hui. Je prends juste 5 minutes pour présenter l'initiative parce que chaque semaine, l'audience change. Donc chaque semaine, il faut présenter Entourage. Et on va démarrer avec la keynote de Bola dans 5 minutes. Donc bonjour mesdames et messieurs. Je suis Raouda Taminou, je suis la fondatrice d'Entourage, cette initiative dont Bola vient de parler avec des mots très touchants, très gentils. Comment est-ce que je peux présenter Entourage? C'est très simple. Vous qui nous écoutez aujourd'hui, vous avez sûrement un projet ambitieux en Afrique, mais vous cherchez des conseils fiables et vous ne savez pas où trouver ces conseils fiables. Ma réponse pour vous dorénavant, c'est d'arrêter de chercher. Vous avez l'ambition, nous avons les experts sur Entourage. Concrètement, qu'est-ce qu'on est en train de faire sur Entourage? On est en train de mettre en place un mouvement d'utilité et d'excellence
au service de l'Afrique. Regardez ces visages-là, c'est un échantillon d'experts, c'est un échantillon de personnes que vous connaissez qui ont réussi, en tout cas selon nous, ils ont réussi, ils sont reconnus comme les meilleurs de leur domaine. Et notre mission, c'est de démocratiser l'accès à ces experts de premier plan qui sont là pour accélérer votre trajectoire en Afrique. C'est des experts qui sont des devanciers. Ils ont tous en moyenne plus de 20 ans d'expérience. Ils sont là, ils ont déjà rencontré les problèmes que vous rencontrez aujourd'hui. Ils sont là pour vous partager leur retour d'expérience sur les clés de leur succès et même des fois leur échec pour vous éviter de commettre les mêmes erreurs. C'est des experts qui sont des décideurs. Ils sont quasiment tous aujourd'hui des directeurs, des DG et ils sont en position de vous apporter des opportunités si votre projet le nécessite. Et c'est des experts qui sont des facilitateurs. Ils peuvent vous connecter à la bonne personne pour aller plus loin et plus vite. Tout ça se passe sur www.entourage.africa. Le lien est dans le chat, si je ne me trompe pas, pour que vous découvriez notre plateforme et notre échantillon d'experts. Aujourd'hui, on a plus de 90 experts qui nous font confiance. Tous les mois, c'est 2 à 3 experts qu'on rajoute dans notre scope. C'est rigoureux. On prend le temps d'analyser leur profil, de faire une due diligence. Comme disait Bola, il y a un an que je l'ai approchée. Ça a pris un an pour la convaincre, pour travailler avec elle, pour la lister sur la plateforme. Donc, ça prend du temps et du travail pour qu'on soit sûr qu'on vous propose les meilleurs pour nous, les meilleurs d'Afrique. Donc, c'est plus de 90 experts sur la plateforme qui ont travaillé dans plus de 30 secteurs et 35 pays. Tout ça pour dire quoi? Vous avez un besoin, il y a sûrement la réponse à votre besoin sur Entourage. Et concrètement, comment ça marche? C'est une plateforme en ligne. Vous réservez des appels vidéo payants de 30 minutes à 1 heure avec ces experts-là pour leur poser vos questions et vous obtenez des conseils personnalisés pour développer votre carrière ou votre business en Afrique. C'est très simple. Dorénavant, vous accédez à des experts de qualité qui sont en général très occupés. Vous obtenez des conseils personnalisés et vous atteignez plus vite vos objectifs en Afrique. Et ça marche déjà. On a un an d'existence maintenant avec des clients, des parcours transformés, des trajectoires accélérées. Vous découvrirez tout ça sur la plateforme. Il y a des témoignages de nos clients, des évaluations. Ces clients se sentent boostés et capables d'oser pour avancer plus vite en Afrique. Et on a également compris que tout le monde n'est pas encore prêt à parler à nos experts pour différentes raisons. On entend souvent voilà, que vous êtes intimidant. On ne sait pas comment vous aborder. Ah, si, si, on a beaucoup de clients qui nous disent ça. Ils n'ont pas envie de gâcher leur cartouche quand ils vous parlent. Et donc, c'est pour cela qu'on a développé ce nouveau produit Entourage Plus pour vous aider à répliquer le parcours des vrais succès africains. Ça veut dire quoi? Quand on fait les masterclass avec nos experts, on va très loin maintenant. On décrypte étape par étape comment ils ont fait pour réussir et on vous documente cela dans une plateforme qui s'appelle Entourage Plus pour vous laisser le temps de bien consommer cela et d'être plus confiant quand vous allez leur parler sur Entourage. À travers Entourage Plus, vous avez également accès à une communauté privée parce qu'on est des membres premium. On paye pour avoir accès à cet espace. Donc, c'est des membres premium avec qui on veut s'élever ensemble en paire pour networker, pour échanger. Et dernière valeur ajoutée de Entourage Plus, cet espace de réussite pour les ambitions en Afrique, c'est les live mentorat. Nos experts s'engagent à venir de temps en temps, pendant 1 heure, répondre à nos questions en petit comité pour nous aiguiller, nous guider. Et quand on est prêt maintenant, on passe en one-to-one sur Entourage pour les réserver et pour échanger avec eux. Et voilà, ça c'est Entourage Plus est accessible sous forme d'abonnement mensuel ou annuel. Et le lien est dans le chat si vous souhaitez passer sur Entourage Plus et nous rejoindre, nous les ambitieux d'Afrique. Voilà pour ma petite présentation d'Entourage et d'Entourage Plus. On est ici aujourd'hui, comme tous les samedis, pour apprendre aux côtés de nos experts. Et ce samedi, c'est Madame Bola Bardé, la fondatrice et CEO de Soussou, qui nous fait l'honneur de venir nous élever sur sa thématique d'expertise, révolutionner l'accès aux soins en Afrique à travers la fintech, l'innovation et l'entrepreneuriat à impact. Bola, la parole est à toi. Alors, la parole est à moi. Donc, tu poses des questions ou comment je... Je te laisse peut-être d'abord introduire ton parcours. D'accord, ok, ça marche. Donc, Bola Bardet, cofondatrice et CEO de Soussou. Donc, si, Soussou, c'est une health tech, InsurTech qu'on a créé, qu'on a fondé il y a, on est dans la 6e année, donc en 2019, avec pour objectif de révolutionner l'accès aux soins en Afrique, donc de rendre l'accès aux soins de santé plus abordable et plus accessible sur le continent africain. Donc c'est très 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 ambitieux quand Oui. c'est dit comme ça. Mais il faut avoir voilà, cette grosse ambition et ensuite commencer petit et ensuite gravir les échelons pour arriver quelque part. Un jour, on l'espère. Alors peut-être pour rapidement parler de mon parcours. Donc moi, à la base, j'ai une formation de management. Donc j'ai un MBA chez HEC Paris.
J'ai également une formation en finance, donc en analyse financière. J'ai pas beaucoup bossé dans la finance, j'ai bossé un tout petit peu en banque privée pendant 4 ans. À part ça, j'ai bossé dans le secteur du luxe pendant 8 ans. Et après ça, je me suis dit non, j'en ai assez d'être salarié. J'arrivais aussi à un changement dans ma vie personnelle. J'avais un enfant qui venait de naître. Et pour moi, c'était le bon moment pour tourner la page du salariat. Donc je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire, etc. J'ai commencé d'abord en tant que consultant. Donc j'étais consultante, on va dire, dans la transformation digitale. J'ai fait ça pendant quelques années. Ce que j'ai peut-être oublié de dire, c'est que je suis dans la diaspora. Donc, voilà. J'étais entre la France, la Suisse et puis le Bénin. Donc, j'ai fait mes études en France. Ensuite, je suis venue travailler en Suisse et j'ai fait une partie de mes études au Bénin. Donc, j'ai commencé comme consultante en transformation digitale en Suisse. Et bon, ça se passait très très bien, mais j'avais d'autres besoins, on va dire. J'avais des besoins par rapport à l'Afrique. Je cherchais des projets sur l'Afrique. Et malheureusement, je n'avais jamais travaillé en Afrique. Donc je me disais, mais par où prendre le truc? Comment je peux commencer? J'avais vraiment pas d'idée de... Voilà, j'ai pas décidé de commencer une entreprise dans la santé au départ. Je me cherchais, comme dirait l'autre. Euh, J'étais très inspirée par la révolution de FinTech. Donc, c'était dans les années 2010. Là, on entendait parler de M-Pesa, on entendait parler de tout ce qui se passait au niveau des FinTech, du mobile money. Et je pensais que voilà, il y avait des choses à construire autour de ça. Donc, au départ, j'ai commencé à regarder autour de la tontine africaine, qui est quelque chose qui m'a toujours, moi, intriguée, quoi. C'est quelque chose qui dépasse, c'est une force tellement la tontine africaine où on se dit, on se met de l'argent. On sait à quel point l'argent, c'est quelque chose de précieux, d'important. Et on décide de pouler des sommes qui sont très importantes. Parfois, c'est des millions de francs CFA avec des gens à qui on fait confiance sans signer le moins de papier, sans signer le moins de contrat. Et ça marche, ça fonctionne à très très grande échelle, à toutes les échelles. Et je me disais, mais comment on peut optimiser le fonctionnement de la tontine? Et c'est comme ça qu'en fait le nom de Soussou est né. Peut-être que j'en ai pas parlé Ah, souvent de très bien. ça. Ouais, Soussou en fait, donc moi je crois que tu es Yoruba, non, Tout à Raodat. fait. Donc je suis Yoruba de par ma mère. Et donc Soussou, c'est un peu un dérivé de Essousou. Et Essousou, c'est la tontine en fait, en Tu vois, Yoruba. je ne savais pas ça, moi. Voilà, tu vois. Je ne savais pas On ça. trouve pas tout en ligne. Oui, voilà. Tout va bien. On a cherché longtemps. Wow. Voilà. Voilà. Donc le nom de Soussou, c'était d'abord sur la tontine au départ. Donc j'ai commencé à faire des recherches et tout ça. Donc c'était dans les années 2015-2016. Et puis patatras, j'ai donc ce drame qui arrive dans ma famille. Donc j'ai mon papa qui souffrait d'hypertension, qui avait déjà été opéré une fois du cœur avec succès, mais qui était dans une situation de fragilité et qui a refait une crise en fait en fin 2017. Et malheureusement, on n'a pas pu le sauver cette fois-ci, donc il est décédé. Donc fin 2017. Et pour moi, ça a été le déclic, quoi. Ça a été, bon, ok. Mon papa, il avait 65 ans quand il est décédé. C'est même au-delà de l'espérance de vie en Afrique, hein. Pour un homme, je crois que ça doit être 62, 63 ans. Pour les femmes, c'est un peu plus, enfin, dans nos régions, dans nos pays. Et pour moi, c'était une injustice totale, quoi. Je me disais, mais en fait, l'espérance de vie, donc mon papa, comment dire, il a vécu au-delà de l'espérance de vie en Afrique à 65 ans, ce qui me paraît très très jeune. Et c'est quand même pas loin de 20 ans de moins que l'espérance de vie d'un homme en Occident. C'est ça. Et pourquoi? Pourquoi nous, en Afrique, on mérite de vivre 20 ans moins que des citoyens qui ont pas de tête, qui sont pas meilleurs que nous, qui sont pas plus intelligents que nous? Pourquoi on est amputé de 10 à 15 ans de vie? C'est énorme. Donc, Oui, pourquoi nos proches nous perdent 10 15 ans avant
des citoyens qui ont juste eu la chance d'être nés ailleurs, en Europe, ou de vivre ailleurs. Et donc cette injustice-là, c'était vraiment pour moi insupportable. C'était insupportable pour moi. Et donc c'est comme ça que j'ai décidé de me jeter corps et âme dans qu'est-ce que je peux faire? Voilà, comment je peux transformer le traumatisme en quelque chose de positif pour peut-être éviter que ce qui m'est arrivé arrive à quelqu'un d'autre. Et donc, c'est comme ça que Soussou est né. Non, enfin, Soussou, le nom existait, mais on a, comment on dit, on a pivoté le nom sur la santé, parce que le sens de la tontine, le sens premier de la tontine, c'est la solidarité. Donc, je trouvais que le sens solidarité restait quand même valide, même pour la santé. Et donc c'est comme ça que Soussou est né, avec la mission qu'on connaît aujourd'hui, qui est d'améliorer l'accès aux soins, de rendre les soins de santé accessibles et abordables sur le continent africain. Bon, c'était une intro un peu longue, tu me diras si tu veux que j'accélère, hein, mais Ne t'inquiète pas. Au moins, ça pose, voilà, ça pose les bases pour qu'on comprenne mieux ton approche par rapport à la question de la keynote, n'est-ce pas? Parce que justement, ta keynote est sur comment est-ce qu'on révolutionne l'accès aux soins en Afrique, fintech, innovation, entrepreneuriat. Je sais qu'on a pris le soin de définir cet angle ensemble. Quand on parle notamment des défis liés à l'accès aux soins en Afrique, aujourd'hui, ça fait 6 ans, tu dis, au bout de 6 ans, toi qui n'étais même pas dans ce domaine-là, tu n'étais pas dans le domaine de la santé, dans la finance, c'est quoi ton regard sur les défis de l'accès aux soins en Afrique en termes d'inégalité d'accès notamment? donc, pour moi, effectivement, quand je me suis jetée dans les recherches et quand j'ai commencé à voir les chiffres, je suis quasiment tombée de ma chaise, quoi. En termes de statistiques. Bon, la première statistique, je pense que ceux qui sont dans l'audience la connaissent, c'est que, en fait, l'assurance santé. Donc nous, quand on vit en Europe, voilà, c'est quelque chose qui est dû. Donc quand on est en France, on a tous la CMU. En Suisse, l'assurance santé est obligatoire également. Mais aujourd'hui, dans nos pays, bon, on est en train, le Bénin, par exemple, on est en train de mettre en place la CMU, espérons que ça va arriver rapidement. Mais dans les pays en général d'Afrique de l'Ouest francophone, le taux de pénétration de l'assurance santé est seulement de 1%. Donc ça veut dire que Ouais. seulement si tu prends 100 personnes, il n'y en a qu'une qui a accès à une solution de financement de sa santé. Et moi, j'ai trouvé ça choquant, quoi. Je me disais, waouh. Donc, à la fois choqué, mais à la fois, quand on est entrepreneur, on se dit, voilà, Opportunité. voilà, exactement. Opportunité, donc il faut voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc, qu'est-ce qu'on Ça, peut faire pour aller chercher, pour faire augmenter ce chiffre? Donc, de passer de 1% même à 10%, c'est déjà mieux que d'être à 1%, quoi. C'est, c'est voilà, ça. comment on fait pour passer de 1% à mieux? Donc, c'était la première question. La deuxième question, c'était sur enfin, l'état de santé quand on est africain. Donc l'état de santé d'un adulte en Afrique, là aussi, je suis tombée de ma chaise parce que bon, on voit, surtout, voilà, on est tous en famille, on a tous nos familles, mais ce qu'il faut savoir, c'est que un adulte sur deux en Afrique, donc si on est ici une trentaine de personnes, 15 personnes au minimum ont soit le diabète, des maladies chroniques existantes, ils vivent avec sans le savoir, parfois certains le savent, mais ils le traitent pas. Donc ils sont Mm. malades, quoi. Ah, voilà. Donc ils ont une maladie chronique, donc le diabète, l'hypertension, ou la préexistence des deux en même temps sans que ces maladies ne soient même déclarées comme une cause nationale ou quelque chose à faire. Moi, dans ma famille, dans la famille de ma mère, enfin, on est très, 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 très nombreux, mais plus de la moitié de mes oncles et de mes tantes ont de l'hypertension, ont du diabète et ne le soignent pas, ne savent pas comment le soigner voilà, et ne savent même pas comment faire pour mieux vivre avec à défaut de le soigner. C'est-à-dire en termes d'alimentation, en termes d'hygiène de vie, en termes de est-ce qu'il faut manger tous les jours la pâte de manioc, hein, qu'on aime beaucoup manger chez nous, alors que c'est plein de glucides, c'est plein d'amidon, etc. Voilà, c'est toutes ces questions-là, ça nous échappe et puis on vit, on court, on court, on court et puis on meurt avant 60 ans en général. Et puis voilà, on passe au suivant. Donc on passe les week-ends à courir après les enterrements. Et voilà, donc cette statistique-là m'a aussi choquée. Je me suis dit, merde, c'est quand même 100%, un adulte sur bizarre. deux, tu dis.
Oui, exactement. C'est un peu moins de 50%, c'est autour de 42%. Mais voilà, Mhm. si on extrapole, c'est à peu près un adulte sur deux qui a le diabète, l'hypertension ou la préexistence des deux. Ok. Donc, il y a d'un côté, on n'a pas de couverture santé, et de l'autre côté, on a une bonne portion de la population qui a besoin de solutions pour se soigner, à la fois d'un accompagnement qualitatif, c'est-à-dire de pouvoir voir des médecins, de pouvoir voir des infirmiers, d'avoir un suivi de routine de leurs conditions, et à la fois de pouvoir payer pour, parce que voilà, parfois il y a des bonnes intentions, mais on ne peut pas payer. On ne peut pas payer, on n'a pas les moyens de payer. Et donc, c'est ces deux problèmes-là qui nous ont poussé à fonder Soussou avec cette proposition de valeur-là, où on va travailler sur deux aspects, donc sur à la fois l'offre produit et à la fois le financement de l'offre. Pour moi, c'était l'évidence dès le départ, c'est que si on abordait le sujet de la santé sans aborder le sujet de son financement, bon, c'est comme voilà, tirer dans une rivière, quoi. Ça n'a pas de sens, c'est vain. Donc, on était persuadé dès le départ que la question du financement était clé, d'abord. Donc, il fallait trouver des solutions pour financer la santé et voilà, pour que les gens qui n'ont pas les moyens de payer leur santé puissent avoir des solutions pour financer. Et c'est comme ça que l'idée première qui est arrivée, c'est de se dire, mais en fait, voilà, aujourd'hui, on a la diaspora qui est là. La diaspora, c'est des millions de personnes. La diaspora africaine, elle envoie 100 milliards tous les ans à leurs proches. Et sur les 100 milliards, c'est 20%, donc 20 milliards qui sont dédiés à la santé des proches. Mais, étant de la diaspora, on sait que quand on envoie cet argent-là, on a toujours la petite suspicion de se dire, bon, est-ce que l'argent, il est utilisé à bon escient? Est-ce que même mon papa, il a accès au bon médecin? Est-ce que ma maman, elle va pas aller dans une pharmacie où il y a des médicaments contrefaits, etc., etc. Il y a quand même un doute, une crainte qui reste par rapport à, est-ce que mon argent-là, est-ce qu'il sert vraiment à aider mes parents, à ma famille, à aller mieux? Voilà. Et donc, c'est là où on s'est dit, bah, donc, OK, d'accord. Donc, on va proposer aux membres de la diaspora qui ont déjà l'habitude d'envoyer de l'argent, de transformer ce flux financier en un service. Donc, au lieu d'envoyer de l'argent à travers les canaux que vous connaissez, Western Union, MoneyGram, RIA, tout ça là, on va leur proposer un abonnement avec la promesse de proposer une solution de santé qui va être adaptée à la condition de leurs parents. Donc ça va être soit une combinaison d'assurance santé et de services médicaux, ou soit du service médical pur dédié à les accompagner, ce qu'on appelle les bouquets de santé, dédiés à les accompagner, à faire un suivi longue durée de routine de leurs proches, etc. Donc voilà à peu près euh, comment l'idée de Soussou s'est construite, voilà, au Et tu départ. vois, du coup, par rapport à cette thématique, du coup, tu as identifié les défis de l'accès aux Mm. soins, notamment tu as parlé des problèmes d'inégalité. Est-ce que dans cette notion d'inégalité, je pense que c'est ça, hein, il y a une plus forte inégalité d'accès en zone urbaine et rurale, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à Voilà. fait, tout à Donc, fait. même dans les Dans 1% les, que tu parlais là. c'est encore moins, c'est des zéros, c'est infinitésimal dans les zones urbaines et rurales. La raison principale étant le manque d'offres en termes de professionnels de santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas dans des zones où les gens ils sont obligés de prendre leur moto pour aller dans la ville à côté pour voir un médecin généraliste parce qu'il n'y a pas de généraliste. Une femme enceinte, elle n'a pas de dispensaire pour aller accoucher, ce genre de choses. Donc, effectivement, dans les zones rurales, on est encore plus pénalisé et outre l'argument financier, la raison principale est le déficit d'offres en termes de professionnels de santé qualifiés dans ces zones-là. Donc c'est un gros, gros problème auquel on est confronté et sur lequel on essaie de travailler également. Ok. Et en termes si on reste encore sur les zones rurales ou urbaines, en tout cas les zones, est-ce que tu as observé une certaine cible de population pour qui cette défis sont les plus criards? Par exemple, est-ce qu'il y a des travailleurs informels, des familles, et est-ce que vous vous êtes positionné d'abord sur cette cible-là pour vous lancer?
Tout à fait. Alors, c'est très facile de cibler les travailleurs informels. C'est 90% de la population chez nous. Donc, on a plus de chances de tomber sur un travailleur informel qu'une personne qui va travailler dans une administration ou dans une entreprise privée ou dans une organisation internationale. Donc pour nous, c'était évident. Effectivement, tu as raison, Raoudat, je ne l'ai pas précisé, c'est que effectivement, les 1% de la population là, c'est majoritairement des personnes qui ont effectivement un employeur qui peut payer pour eux, ou qui vont être membres d'une organisation, etc., etc. Donc, effectivement, le secteur le plus pénalisé aujourd'hui, c'est les personnes qui vont être dans le secteur informel. Et c'est ces gens-là qu'il faut viser. Je suis très contente, on parle du Bénin, mais je sais qu'il y a des initiatives du gouvernement au Bénin pour cibler précisément ces travailleurs informels, mais je pense qu'il y a un travail à faire sur tous les sujets, dans tous les pays, par rapport à cette tranche de la population qui, encore fatalement, une fois fatalement, représente la majorité, de la population. Tout à fait. Tout Mm. à fait. Et pour creuser un petit peu cette thématique-là de comment est-ce qu'on révolutionne l'accès à la santé, si on parle maintenant d'innovation et fintech, je sais que tu as déjà touché un petit peu ça du doigt tout à l'heure, mais si on parle de l'innovation de la fintech, pardon, comme levier de transformation, quand tu pensais le projet Soussou, comment tu envisageais les réactions des acteurs de la santé ou de l'assurance santé notamment, qui étaient sur place? Comment tu as vu ta solution fintech ou ta solution digitale par rapport à ce qu'ils font? Mhm. C'est une très bonne question. Euh, Peut-être, avant de te répondre précisément, je vais refaire un point sur les piliers Très bien. de, du service sous. Je dis toujours qu'il y a quatre piliers. Le premier, c'est la diversité des offres qu'on va proposer. On n'est pas juste assureur, on ne va pas juste proposer des offres de services. On va mixer un peu tout, on va combiner les services de manière à proposer la meilleure offre possible en fonction du profil des bénéficiaires qu'on va avoir en face. Donc, on va proposer des assurances pour une tranche de la population. On va proposer des packages de santé pour les femmes enceintes, pour les personnes qui ont les maladies chroniques. Donc, on va être très, très diversifié. On le fait à dessein. Pourquoi on fait ça? Parce que, par exemple, si on prend l'assurance, prenons l'assurance tout simplement. Nous, on n'est pas assureur. Soussou n'est pas assureur. Donc, comme tu l'as souligné, on est partenaire avec des assureurs. Et les assureurs, en général, c'est des assureurs. Leur boulot, c'est de gérer le risque et il y a des risques, évidemment, qu'ils ne veulent pas prendre. D'accord? Donc, ils vont dire, bah, enfin, ça va être des profils trop à risque pour nous, donc on ne les prend pas. Donc, nous, on s'est refusé de se dire, on va se contenter de servir les personnes qui fit au profil de risque favori des assureurs. On s'est refusé de faire ça et donc on a dit, bah, il n'y a pas de souci. Avec les assureurs, on travaille sur les produits pour les personnes assurables et pour les personnes jugées, excusez-moi le terme, non assurables, on va nous-mêmes bâtir nos offres directement avec des professionnels de santé avec lesquels on travaille. Donc ça, c'est le premier pilier. Deuxième pilier, il faut que j'aille plus vite. Le deuxième pilier, c'est effectivement le côté digital. Donc nous, on a voulu beaucoup proposer une plateforme digitale, etc. Cependant, il faut que je sois très très précise sur ça. On a très vite compris que particulièrement dans le domaine de la santé, il ne faut pas faire du digital pour faire du digital. Voilà, le digital pour faire clinquant, etc. Dans le domaine de la santé en Afrique, ça ne fonctionne pas. Voilà, il faut que les personnes puissent, par exemple, on a sorti une offre pour les femmes enceintes. On s'est rendu compte, et cette offre, ça venait avec une application où les personnes, elles pouvaient avoir accès à des conseils, chatter avec des médecins, avec des sages-femmes, des choses comme ça. Bah, certaines femmes n'avaient pas de smartphone, elles étaient obligées d'utiliser ceux de leur mari, ce genre de choses. Donc, il faut s'adapter, en fait. Donc, il ne faut pas juste copier-coller des choses fancy, intelligence artificielle, blablabla, qui viennent d'Europe et dire, ah, ça a marché en Afrique. Non, il faut que les solutions aient une vraie valeur ajoutée pour nos personas, pour nos clients. Donc, on fait vraiment attention à ça. Donc,
On est digital, le digital est au cœur de tout ce qu'on fait. On optimise nos processus internes grâce au digital. On essaye de tirer vers l'excellence opérationnelle. C'est pas parfait, mais on essaye de tendre vers ça. Et on propose des services aux bénéficiaires, tout en étant conscient des réalités du terrain également par rapport à comment le tech savviness de nos utilisateurs. Le troisième pilier, c'est sur la qualité de service. Donc, comme on disait, l'humain, pour nous, vient compléter le digital. Donc, on a beaucoup investi dans l'humain. Bon, pour une start-up, on a quand même pas mal de ressources dans les sujets opérationnels, beaucoup de salariés sur ça. Parce que pour nous, effectivement, on ne voulait pas que les gens aient un chatbot qui leur réponde à leurs questions alors qu'ils sont devant une pharmacie et qu'ils attendent. Voilà, on a beaucoup, beaucoup investi dans des personnes qui doivent être là pour répondre aux besoins de nos bénéficiaires, pour apporter cette qualité d'écoute, ces qualités d'empathie qu'on ne peut pas forcément avoir tout le temps avec le digital. Et le dernier pilier, c'est sur le financement par tiers, dont j'ai parlé tout à l'heure. Par la diaspora, du coup, c'est ça? Exactement, exactement. Tu appelles ça le Pas que financement? Ah, financement par par... tiers, un tiers, ouais, ouais, un tiers. Le tiers financeur, c'est-à-dire encore une fois, pour nous, à chaque fois qu'on va faire une offre de produit, on va se demander qui va payer et qui peut payer. Euh, Si je reviens sur une des offres qu'on a proposées, par exemple pour les femmes enceintes, l'abonnement, je crois qu'il commençait à 2 ou 3 000 francs CFA par mois. Et c'est un modèle économique où vraiment on faisait très, 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 très peu de marge, quoi. Très, très peu de marge. Et même à ce tarif-là, ça reste extrêmement cher pour le plus grand nombre. Donc, c'est vraiment ça. C'est qui peut payer? Il y a des gens, le besoin est là, c'est sûr, mais qui est en mesure de payer? Donc, c'est toujours de décorréler le besoin de la capacité de paiement des bénéficiaires. Et si on sent qu'on a la possibilité d'aller faire venir un tiers financeur comme la diaspora, on n'hésite pas. Donc, il y a d'autres tiers financeurs possibles. Et voilà, je ne sais pas si tu as vu, mais on a lancé une offre pour les entreprises où le tiers financeur, c'est l'entreprise pour le compte de leurs salariés. C'est un peu plus classique, mais c'est quelque chose qu'on fait aussi aujourd'hui. Très bien. Et justement, quand tu parles de l'importance, parce que là, les 2 dernières minutes, tu as bien insisté sur l'importance de décorréler le besoin du bénéficiaire à la capacité de financement. Et donc, qui peut payer ça? Ça me fait réfléchir donc, le troisième angle de ta keynote que j'aimerais bien qu'on aborde, c'est l'impact et la vision d'avenir. Donc, tu as identifié les défis de l'accès aux soins. Tu l'as innové. En tout cas, tu as révolutionné l'accès avec l'innovation et la fintech. Maintenant, comment tu alignes rentabilité et impact social? Parce qu'à à la fin, tu as dit, il faut payer pour ça. C'est clair. Ça, c'est la question clé. Ah, c'est une question qui est extrêmement importante. Et d'ailleurs, on le voit, hein, on voit que dans les startups aujourd'hui, si on essaie de classifier les startups par industrie en Afrique, on a la moitié des startups qui vont être des fintech, hein, et puis peu quand même dans la health tech. Moi, je dis toujours, on se sent un peu seul dans la health tech, dans les sujets. Pourquoi? Parce qu'il faut rentabiliser, il faut trouver un modèle économique qui fonctionne, tout en apportant de la qualité de service. Et qualité de service, ça veut dire ressources. Et donc, c'est une équation quasiment insoluble, enfin, faut pas que je dise insoluble, mais qui est difficile à résoudre. Et il faut accepter ça et chercher des solutions pour résoudre cette équation. C'est-à-dire dire, OK, je, je veux proposer un service de qualité. Donc, ça veut dire j'ai besoin de ressources humaines, ça fait des salaires à payer, ça fait des gens à payer. Donc, il faut avoir le capital pour ça. Le capital, il se finance à travers soit du capital externe ou soit bah, du chiffre d'affaires, etc. Donc, pour faire du chiffre d'affaires, il faut que les gens en face soient en mesure de payer. Donc, il y a toujours cette équation qu'il faut trouver, de dire, quelle offre produit je peux proposer qui va cocher toutes ces cases-là, qui va à la fois apporter de la valeur à nos bénéficiaires, à la fois me permettre de rentabiliser de mon offre et de rendre mon entreprise profitable sur le long terme. Et c'est une vraie équation à résoudre et on est encore en train de travailler à la résoudre aujourd'hui.
Très bien. Et peut-être une vision d'avenir pour conclure sur cette partie de la keynote. Comment faire de l'Afrique un modèle d'innovation en santé inclusive? Je sais qu'en Inde, il y a de belles choses qui se passent. J'ai regardé un petit peu. Est-ce qu'il y a des pistes d'inspiration ou est-ce que tu penses qu'on doit créer nos propres modèles? Voilà. Quelle est ta vision de ça? Hmm. Je pense qu'il ne faut pas réinventer la roue. Mhm. Je pense que, comme tu dis, l'Inde, un continent, un pays, presque un continent, mais C'est vrai. l'Asie du Sud-Est, donc l'Inde, l'Asie du Sud-Est, c'est des régions qui ressemblent démographiquement à nos pays en termes de voilà, la population, en termes de le pouvoir d'achat, en termes même de voilà, démographique, quoi, profil démographique. Donc je pense que il y a effectivement il y a des choses à aller chercher là-bas et à adapter à la population qu'on a chez nous. Moi, je suis contre le copier-coller. Même en Europe, il y a des très très belles choses dont on peut s'inspirer, mais de dire qu'on copie-colle, ça ne fonctionne pas. Donc il faut toujours bien étudier le persona de nos bénéficiaires ultimes et adapter la solution au persona de ces bénéficiaires-là. Donc, je pense que c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, la révolution technologique, c'est une force pour nous, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Ça passe également à travers la formation de nos métiers dans le domaine de la santé, la rigueur, la qualité des prestations qui sont délivrées. Voilà, il y a tout, c'est tout un écosystème en fait. C'est ça aussi un peu la difficulté sur la santé, c'est que tout seul, on n'y arrive pas. Il y a tout un écosystème à fédérer et à mettre en place dans une chaîne de valeur qui apporte de la valeur, mais qui est virtuelle, qui est vertueuse, pardon, à la fin. Donc, il y a les pharmaciens, il y a les médecins, il y a les assureurs, il y a les infirmiers, il y a je ne sais qui d'autre, il y a les gouvernements. Et il faut que tout le monde travaille ensemble pour pouvoir, au service, si j'ose dire, de la santé des populations. En tout cas, nous, chez Soussou, on n'a pas la prétention de tout faire tout seul, on ne peut même pas y arriver. On n'est ni médecin, ni pharmacien, ni rien, si j'ose dire. On essaye de tirer le meilleur de l'écosystème pour le mettre au service des bénéficiaires qu'on va supporter aujourd'hui. Très bien, merci pour ces mots qui concluent un petit peu ta keynote, mais qui nous donnent directement l'ouverture pour l'étude de cas. Parce qu'à la fin de chaque keynote, qui est ton regard sur ton secteur, ce que j'ai trouvé intéressant dans ta keynote, j'ai même pris des notes parce que ça commençait à alimenter déjà un petit peu l'étude de cas sur comment Bola Bardé a déployé depuis la diaspora une start-up tech inclusive sur plusieurs marchés en Afrique. Et donc, je pense qu'on a quand même déjà quelques éléments du contexte, à savoir qu'est-ce qui t'a poussé à lancer ce projet depuis la diaspora, ça on l'a compris. Le problème principal également, tu as bien insisté dessus. Peut-être que maintenant, j'aimerais bien qu'on rentre directement dans le vif de l'étude de cas en décryptant le problème ou les blocages clés. Concrètement, Bola, si tu te remets il y a 6 ans au démarrage de Soussou, quelles ont été les principales difficultés rencontrées au démarrage? Financement, réglementation, confiance des utilisateurs, infrastructure. Raconte-nous un petit peu cela, s'il te plaît. Euh, un peu tout, hein. Hello, vous avez aimé ce contenu? Vous voulez voir la vidéo complète de l'étude de cas associée? Rien de plus simple. Cliquez sur le lien Entourage Plus dans la légende de cette vidéo pour rejoindre notre offre premium. Avec Entourage Plus, dorénavant, vous accédez au replay complet des masterclass, les études de cas réels, les plans d'action, les outils pratiques de nos experts. Vous avez également accès à notre communauté privée pour des connexions stratégiques avec des professionnels ambitieux comme vous. Vous avez également accès aux sessions de mentorat live, un petit comité avec nos experts pour leur poser vos questions et bien d'autres avantages réservés uniquement à nos membres premium. Ne restez plus spectateurs, passez à l'action dès maintenant avec Entourage Plus et donnez un vrai coup d'accélérateur à votre carrière ou à votre business en Afrique. On vous attend de l'autre côté.